Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro des critiques d'Orokami. Aujourd'hui je vais vous présenter un animé qui, bien qu'il s'écrive BT3ON, se prononce comme l'onomatopée japonaise de l'explosion Butoon. Alors avant de commencer cette émission, j'aimerais vous prévenir que je peux spoiler, c'est-à-dire gâcher le suspense ou révéler certains moments clés de cette série. De plus, je fais avant tout une critique de l'anime, mon analyse est personnelle. Je peux donc être amené à dire des choses qui vont vous déplaire ou avec lesquelles vous serez en désaccord. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentant la vidéo ou en me contactant directement. En même temps que vous découvrez le générique d'ouverture, intitulé No Pain, No Game et chanté par le groupe Nano, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis donc Romain Chauvet, alias Rukami, pseudonyme venant de la fusion entre la traduction de loup blanc japonais, Shiroi Okami, se trouve être mon animal favori, et d'une abréviation de mon prénom et nom de famille, Roka. La combinaison des deux donne donc Rukami. Je suis un étudiant de bientôt 19 ans, en deuxième année de DUT, dans le multimédia. Pourquoi faire des critiques d'animé, me direz-vous? Eh bien, j'ai décidé de faire des critiques pour plusieurs raisons. La première est que la Japanimation est l'une de mes passions. La deuxième est qu'après avoir visionné plusieurs anime reviews, le concept m'a plu et j'ai eu envie de faire la même chose. Enfin, parmi les sources dont je dispose, grâce au site Anime Ultime, qui respecte les éditeurs et ne met à disposition que des animés non licenciés, et dont je remercie leur staff pour leur excellent travail, il s'avère que j'avais l'animé Butoon. Butoon est une des sorties de l'automne dernier et qui, injustement, n'a pas beaucoup fait parler de lui. Suivant la vague lancée par Axel World et Sword Art Online, Butoon est un animé qui fait lui aussi un lien entre jeux vidéo et réalité. L'œuvre originale, j'entends par là le manga, est écrit et dessiné par Junya Inoue et toujours en cours de parution. L'animé quant à lui est réalisé par une studio de production Madhouse, notamment connu pour La Traversée du Temps, Death Note, Sakura Card Captor ou Hunter x Hunter, aperçu d'une longue liste de production et j'en passe. Passons dès à présent à l'histoire de Butoon. Le concept en lui-même est assez simple. En effet, une compagnie de jeux vidéo, Tyrannos Japan, forte de son jeu à grand succès, l'anime de la série, Butoon, décide pour sa prochaine production de réaliser des live games de son jeu à succès. Pour ce faire, elle envoie des lettres à de nombreux particuliers dans laquelle elle fait une offre alléchante. Désignez une personne que vous voulez voir disparaître contre la somme de 1 million de yens, soit environ 8000 €. Ces personnes, alors désignées, sont enlevées par le groupe qui les emmène dans un avion pour les débarquer sur une île du Pacifique inconnue et inhabitée. Durant le voyage, le directeur de projet leur explique alors ce qui leur arrive via un écran géant et leur explique les règles du jeu auxquelles ils vont devoir jouer. C'est-à-dire un jeu de survie où ils vont devoir s'entretuer afin de récupérer les puces implantées dans leur main gauche. Ces puces ne sont d'ailleurs pas là pour décorer et leur serviront de radar. Radar qui fonctionne à la manière d'un sonar et envoie une onde qui réagit lorsqu'elle détecte un autre détenteur de puces en mouvement. Je souligne volontairement ce mot car lorsque la personne est immobile, elle n'est pas repérée. Alors certes, ils ont un radar et peuvent se trouver, mais comment alors attaquer et se défendre? Eh bien les participants seront munis aléatoirement de bombes de différents types communément appelées BIM. Elles sont variées allant de la bombe à fragmentation jusqu'à la bombe chimique en passant par la bombe télécommandée. Enfin, afin de pouvoir remporter les jeux, les joueurs peuvent user de tous les moyens qu'ils veulent, l'objectif final étant de récupérer 8 puces, incluant la puce de la personne elle-même. Ils vont aussi parachuter des vivres à intervalles réguliers pour éviter que les joueurs ne passent leur temps à chercher leur nourriture. L'histoire est racontée par le point de vue de Ryota Sakamoto. Ryota Sakamoto est un jeune homme de 19 ans aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Il a un tempérament calme et réservé, respectueux, souvent naïf et même trop confiant. En revanche, il se transforme pendant les combats et devient un tacticien au sang-froid, élaborant des stratégies afin de l'emporter, privilégiant la réflexion sur l'action. Il est l'archétype du héros manichéen qui ne pense qu'au bon fond des gens, quitte à se blâmer lui-même pour ne pas les avoir compris, ou essayant toujours de négocier, même lorsque la partie adverse ne cherche pas à parlementer ou lui envoie des bombes à la figure. Ryota est un enfant qui, dans sa jeunesse, était un prodige et réussissait tout ce qu'il entreprenait. Mais pour une raison inconnue, arrivé au lycée, il devient moins bon et lorsqu'il arrive à l'université, c'est la chute. En échec scolaire, il sort du système éducatif pour devenir un NEET, c'est-à-dire Not in Education, Employment or Training, acronyme anglais pour désigner une personne qui n'étudie pas, ne travaille pas et n'est pas en stage. C'est aussi un moyen de classifier une catégorie de personnes inactives, très mal vue par la société. De plus, pendant sa période lycéenne, le héros fait la connaissance de Oda, personnage très similaire à lui, puisqu'il est lui aussi un prodige, mais lui il continue de l'être au lycée. Son éthique de conduite peut se résumer par cette phrase: premier arrivé, premier servi, ou encore, c'est le premier à bouger qui l'emporte. Ryota se met alors à développer un complexe d'infériorité par rapport à son ami qui lui réussit partout.
Enfin, le cadre familial du héros n'est pas mieux puisque totalement ignoré par son père jusqu'au moment où ses parents divorcent et où celui-ci sortira totalement de sa vie. Sa mère, elle, se remarie sans prévenir d'aucune manière son fils. Les relations avec son beau-père sont très tendues, celui-ci essayant d'aider au mieux Ryota en l'encourageant, mais ce dernier l'ignore totalement, ne le considérant pas comme son père. Ces relations vont même empirer le jour où, tentant d'administrer un électrochoc à Ryota, son beau-père va couper la connexion internet. Brisant le seul lien avec son univers réconfortant, Ryota va alors s'énerver et le frapper. Enfin, sa mère, bien qu'elle essaye maladroitement d'aider son fils en lui cherchant du travail, elle n'essaye pas de discuter ou de le pousser à refaire des efforts. Excédée par l'inactivité de Ryota, sa mère va finir par le désigner, puis, prise de remords, elle va se suicider. Victime de ce cercle vicieux, le héros se renferme de plus en plus sur lui-même, et l'univers qu'il s'est trouvé, celui des jeux vidéo. Il va donc passer ses journées à jouer à Bootoon, jusqu'à en devenir le 10e joueur mondial, et défier le numéro 2 avec son équipe. Pour lui, son avatar est son vrai lui, et ses relations internet sont ce qu'il a de plus cher à ses yeux, à tel point qu'il va même se marier dans le jeu avec une certaine Himiko. Lors de son entrée dans la compétition, il perd la mémoire des événements récents jusqu'à son réveil sur l'île. Il ne comprend donc pas ce qu'il se passe. Une fois la situation expliquée peu après sa rencontre avec un autre joueur, il veut alors s'échapper de l'île avec ses compagnons en tuant le moins d'adversaires possible. Pour cela, il envisage de détourner l'hélicoptère venant récupérer le vainqueur. Voici donc le second protagoniste de la série. Himiko, une lycéenne de 16 ans, blonde aux yeux bleus, ce qui, dans les animés, est synonyme d'étrangère, ce qui se vérifie, sa famille l'étant, mais elle-même est née et a vécu au Japon. En effet, fille exemplaire, de très beaux cheveux, de beaux yeux, une forte poitrine, Miko est aussi une jeune fille très intelligente puisqu'elle étudie dans une grande école. Elle semble aussi venir d'une famille aisée, n'ayant aucun problème d'argent et étant habillée avec des vêtements de bonne qualité et faisant du shopping ou encore du cosplay. Incarnant le protagoniste féminin apeuré et faible, on pense tout d'abord que sa personnalité collera à l'archétype de l'héroïne inutile comme peuvent l'être Sakura dans Naruto ou Inoue Orihime dans Bleach pour ne citer que les plus connus. D'autres s'attendraient à un personnage totalement fanservice, puisque nous sommes dans un seinen, que la maturité de ce genre permet plus l'évocation de la nudité et est plus autorisée que dans les shonen. Effectivement, les premiers épisodes tentent d'appuyer cette théorie en montrant notamment les corps des jeunes femmes violées et mettant en avant le physique de la jeune fille avec un chemisier assez moulant. Cependant, son histoire et sa psychologie vont nous prouver le contraire. Elle est a priori une étudiante banale qui va en cours, sort avec ses amis et joue quelquefois aux jeux vidéo, un background pour le moins ordinaire et pour certains insipide qui va radicalement se transformer. Car un jour, étant voisine de palier et amie avec le leader d'un groupe de rock, elle propose à ses amis de le rejoindre avec son groupe chez lui pour une petite fête. C'est en entrant dans l'appartement, après être arrivé en retard, que la bulle éclate. Arrivée dans le salon, elle aperçoit deux membres de la bande tout juste rhabillés, puis, lorsqu'elle baisse les yeux, deux de ses amies inconscientes, déshabillées et rouées de coups. Elle comprend alors ce qu'il s'est passé, se retourne pour s'enfuir, mais le leader de la bande l'arrête et tente de lui faire ingérer de la drogue. Celle-ci résiste, le repousse et parvient à s'enfuir et prévenir la police. L'affaire ne s'arrête cependant pas là, car ses amis, loin de lui être reconnaissants d'avoir appelé les secours, la pensent complice et la désignent dans leurs lettres et lui annoncent cruellement. Sachant cela, la jeune fille, traumatisée, ne veut plus retourner à l'école et revoir ses anciennes amies, qui souhaitent la voir disparaître. Elle se replie alors dans son jeu vidéo, Bootoon, et se rapproche d'un joueur nommé Sakamoto et étant le 10e mondial. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien du personnage principal. C'est d'ailleurs grâce à cette relation qu'il y a souvent des parallèles entre le jeu vidéo et la réalité, qui sont très bien réussis et s'intègrent parfaitement. Cette relation, dans le jeu, va se développer et, fort du soutien de Ryota, l'héroïne va se confier et se rapprocher de lui jusqu'à en tomber amoureuse et se marier avec lui dans le jeu, bien entendu. Cette relation est pour elle le seul moyen d'ouvrir son cœur à un homme et de ne pas être déçue. Elle refuse d'ailleurs la demande de Ryota de se voir en réalité, préférant garder la situation à l'état, prétextant se sentir à l'aise et ne pas vouloir risquer leur relation. En revanche, comme elle avait été désignée, elle se retrouve sur l'île, au début seule, elle est rejointe par un groupe de 3 hommes. Ce groupe éclatera ensuite avec le meurtre violent de l'un des 3 hommes. L'autre homme, survivant, décide alors d'emmener Himiko et de s'enfuir pendant que le meurtrier dort. Cependant, après avoir échappé à leur agresseur, l'homme, Akeshi, essaye d'attirer Himiko, celle-ci, encore traumatisée par l'expérience vécue chez son voisin, le repousse violemment et prend la fuite. Akeshi la retrouve alors à l'aide du radar et l'immobilise, tente ensuite de la violer. Celui-ci ne parviendra pas à ses fins, Himiko préférant se suicider que de se faire violer. Or, suite à la fuite de l'agresseur, elle lui lancera finalement la bombe destinée à mettre fin à ses jours et se sort de cette situation de crise. Elle rejoindra plus tard le groupe de Ryota. Vient ensuite le 3e membre de l'équipe, Taira-san. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux et aux yeux marrons. Cet agent immobilier de 51 ans n'est pas très sportif. Sa bedaine le prouve. Il est plutôt du genre réfléchi, diplomate et fin stratège. Personnage très proche de sa famille, mais très dur en affaires, c'est l'un de ses clients mécontents qui le dénonce et l'envoie sur l'île. Il va essayer de toujours voir le bon côté des choses et d'aller vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit blessé. Tout au long de l'histoire, il saura le faire valoir d'une mise en avant d'un développement psychologique des personnages très abouti.
En effet, refusant de participer au jeu et de massacrer des gens sans aucune raison, il essaye tant bien que mal d'aider Ryota dans sa quête d'une issue de secours. Assez charismatique, il fera tout pour remonter le moral de Ryota au début, et passe pour le personnage au caractère balourd, ayant des difficultés à courir, ne voulant pas se battre, un peu comme un boulet qui ralentit le héros. D'ailleurs, le premier contact avec ce personnage est une attaque de Ryota, qui poursuivait un joueur et détecte Taira au radar. Cependant, celui-ci est loin d'être hostile, et se révèle être dans une posture pour le moins embarrassante, car il est surpris en train de faire ses besoins. Toutefois, loin d'être un incapable, il impressionne Ryota par sa diplomatie, et accumule en secret des puces. Puis, blessé à de multiples reprises durant le jeu, une première fois il se foule la cheville pendant une fuite précipitée, puis attaqué par des dragons de Komodo, aussi appelés Varans, il se fera mordre sauvagement à la jambe, et enfin sa dernière mésaventure est d'avoir l'extrémité des doigts d'une main coupée lorsque leur base est attaquée par un ancien soldat de la Légion étrangère. Il devient donc le membre alité de l'équipe qui ne peut rien faire à part se reposer pour soigner ses blessures. C'est alors que son mental évolue. Tout d'abord effrayé et peu confiant, notamment lorsqu'il cherche un abri, Taira blessé et portant les provisions et les bîmes, et Ryota portant une Nico, c'est à ce moment-là qu'ils isolés les uns des autres, on voit le vrai visage de Taira, personnage gentil et malhabile, mais sur lequel on peut compter. En revanche, il devient désespéré puisqu'il est laissé seul à plusieurs reprises, tentant même de se suicider en se privant de nourriture, se jugeant comme inutile et un fardeau pour le groupe. Enfin, il finit par halluciner et voir sa famille qui lui manque tant. D'abord son fils, qui, inconsolable, lui demande à plusieurs reprises de rentrer à la maison, lui disant que son père lui manque. Arrive ensuite sa femme, celle-ci lui enjoint de participer au jeu, puisque à ce moment de l'animé, ils ont rassemblé assez de puces pour finir le jeu. Mais pour cela, il doit tuer ses anciens compagnons, Ryota et Nico. Cependant, il échoue, et durant sa fuite pour échapper à ses ex-alliés, il se retrouve acculé par des Varans, se suicide afin de ne pas se faire dévorer vif par les Komodo. Une longue descente dans la folie pour ce personnage extrêmement bien réalisé et juste. Kosuke Kira est le deuxième adversaire que rencontre l'équipe de Ryota. Jeune garçon de 14 ans, aux cheveux bruns et aux yeux marrons. En effet, bien qu'il ait un visage d'enfant, ce personnage est très intelligent pour son âge et reproduit malheureusement ce qui l'entoure. Pourquoi dis-je malheureusement? Tout simplement parce que son père est un des individus de la pire espèce. Alcoolique, violent et avec une morale telle que il n'y a ni police ni civilisation ici, là le du plus fort c'est là où la jungle, son père n'hésite pas à le frapper, prétextant qu'il a besoin d'une attention particulière. D'autant plus lorsqu'il sèche les cours ou après l'affaire de meurtre dans laquelle est impliqué le jeune homme. À un âge où il commence à se poser des questions, où il tente de définir les notions de bien et de mal, de justice et de logique, son père, loin de lui fournir les repères idéaux, au contraire, soit l'ignore, soit lui inculque de mauvaises valeurs. Cependant, on ressent l'innocence du jeune garçon lorsqu'il pose certaines questions et répète les phrases de son père naïvement. Cette innocence est nuancée par une tendance sadique et psychopathe héritée de son père. En effet, on le voit lors de sa première apparition dans un poste de police détenu pour avoir tué, puis violé 3 jeunes femmes, ce qui lui vaut de se retrouver sur l'île. On le voit aussi dans une apparition suivante, tué gratuitement sans grenouilles, uniquement sous prétexte qu'il les trouve répugnantes. De plus, lui aussi est un fan du jeu Bootoon et sèche même les cours pour pouvoir y jouer. C'est d'autant plus dangereux qu'il ne fait pas vraiment la différence entre le jeu et la réalité lorsqu'il doit participer à ce Battle Royale. Il attaque ses opposants sans merci. Puis, excédé par les agissements de son père, il finit par s'emporter et l'éliminer. Libéré de la pression et des menaces de son père, l'enfant s'extasie. Mais il est vite livré à lui-même, reprenant les idéaux de son père, il se heurte au groupe de Ryota et décide de les attaquer. Kira, se rend compte que Ryota est un joueur vétéran de Bootoon, essaye de pousser Ryota à bout afin de vivre un match exceptionnel entre deux joueurs d'exception, cherchant absolument à ce qu'il donne tout dans ce combat afin de satisfaire sa soif de sang. Mis en déroute par ce dernier, Kira veut absolument prendre sa revanche et connaître à nouveau les sensations d'un combat contre un joueur d'élite. Pour ce faire, il montra ensuite une alliance avec un individu qui, sous les conseils de Kira, attaque les différents groupes de joueurs avant de se faire éliminer victime d'un piège. Kira va parvenir à récupérer ses bîmes au détriment de Ryota. C'est tout ce qu'on sait de lui dans l'anime. Cependant, durant l'ending, on aperçoit Kira au milieu d'un groupe de joueurs présageant une nouvelle alliance. Je vais maintenant parler de l'équipe Shiki Date. On peut les considérer comme des vétérans ou des anciens, ce sont les participants d'une édition précédente du jeu. On rencontre tout d'abord Shiki, femme d'âge moyenne, aux cheveux et yeux noisettes, encore une fois. Elle apparaît tout d'abord comme un fantôme avec son physique décharné et ses cheveux gras, et peu soignés, ainsi qu'une expression sinistre. Cette dernière est une infirme ayant perdu un bras, celui de la puce était implanté, et ses bîmes pendant le jeu précédent. Elle ne paraît pas être une menace, et pourtant elle attaque le groupe de Ryota qui s'était réfugié dans le bâtiment dans lequel elle vit pour la nuit afin d'échapper aux prédateurs nocturnes. La jeune femme, traumatisée par les hommes, attaque violemment Ryota lorsqu'elle le croise.
celui-ci la neutralise, mais lorsqu'elle reprend ses esprits, elle repousse violemment le jeune homme, mais n'hésite pas à parler avec Himiko. Elle se rapproche de cette dernière, lui donne de nombreux conseils et n'hésitera pas à se porter à son secours plus tard. La situation finit ensuite par se calmer, et on apprend donc l'histoire de Chiki, et par la même occasion celle de Date. Ancienne infirmière zélée, elle passait son temps auprès de ses patients, ne vivant que par et pour son travail. Or, c'est sur ce même lieu de travail qu'une tragédie arrive. Un médecin qu'elle respectait grandement, Date, commet une faute professionnelle. Chiki décide alors de falsifier des documents pour lui sauver la mise. Le médecin, plutôt que de jouer le jeu, fait porter toute la responsabilité de l'affaire sur l'infirmière, qui subit alors les déboires des médias et est envoyée sur l'île, probablement par une victime. Or, il se trouve que juste avant d'être kidnappée, elle reçoit elle aussi cette fameuse lettre et, fort de sa rancune, désigne Date. Date est un homme d'âge moyen qui, comme les autres personnages, a les yeux marrons et les cheveux noirs. Médecin de son état, il n'est cependant pas capable d'empathie et considère toutes les personnes qui l'entourent comme un moyen de parvenir à ses fins. Il est totalement maître de ses expressions et est capable de vous serrer la main en vous souriant, tout en vous maudissant intérieurement. C'est aussi un fin stratège qui est capable de planifier ses actions à l'avance. C'est pour cela qu'il soigne Taira dans le but de se rapprocher de l'équipe de Ryota pour plus tard les éliminer et leur voler les puces obtenues. Ils se retrouvent donc tous deux dans le jeu et, après négociation, s'allient pour le finir. Tout se passe comme prévu, mais arrivé au moment fatidique où ils ont accumulé assez de puces pour qu'un participant puisse échapper, le médecin Date trahit son allié et tente de l'éliminer pour s'enfuir de l'île. Il y arrive à moitié car il réussit à la blesser suffisamment pour obtenir la puce et donc échapper à l'île, mais elle survit. Il sera ensuite renvoyé sur cette même île pour une raison inconnue et à son grand désarroi. Jouant un double jeu, Date est donc un parfait hypocrite qui voit ceux qui l'entourent comme des pions qu'il utilise pour parvenir à ses fins. Non content d'avoir trahi Chiki, il trahira aussi le groupe de Ryota, mais sera démasqué par l'ex-infirmière qui préviendra les protagonistes qui arriveront à neutraliser le serpent. Cependant, ce ne sera pas fait sans mal. En effet, à l'issue d'une expédition en vue d'obtenir des médicaments pour aider Taira à se rétablir, Date va finalement révéler son vrai visage et tenter de tuer ses... Voici enfin la dernière équipe du jeu, Oda et Hidemi. Comme je le disais précédemment, elle est constituée de l'ancien ami d'enfance de Ryota et d'Inemi. Une jeune femme au physique banal, comme tous les autres, si ce n'est un front proéminent. Cette dernière est comme Date, une hypocrite et manipulatrice, n'hésitant pas à trahir son ancien compagnon. Hidemi est aussi un personnage avant tout sadique et imbu d'amie. En effet, lors de son combat contre Himiko, on voit qu'elle méprise les femmes dépendantes d'objets ou de moyens de self-défense et qu'elle se considère comme très belle. Cruelle, elle n'hésite pas à faire souffrir les autres pour son bon plaisir. On le voit dans sa prise contre Himiko. Cependant, ce n'est pas elle qui est le plus mise en avant, mais bien Oda. C'est d'ailleurs à son contact, et après que celui-ci lui demande « Toi, ne serais-tu pas Ryota ?», que ce dernier se remémore leur passé commun. On sent d'ailleurs lorsqu'il pose cette question qu'il garde un lien, peut-être des remords, envers celui-ci. On apprend alors que le jeune homme, brun aux yeux marrons, pour changer, est tout comme Ryota, issu de familles monoparentales et dont le père est parti de la maison suite au divorce. Mais aussi qu'il est un prodige qui réussit tout. Se sentant proche de Ryota et s'identifiant à lui, il crée une amitié avec lui. Une fois en confiance, Ryota lui avoue alors l'élu de son cœur. C'est alors que, coïncidence ou acte cruel d'Oda, la bien-aimée de Ryota se confesse alors à Oda et ils finissent par coucher ensemble. Cependant, cette dernière, apprenant qu'Oda est déjà en couple, elle éclate en sanglots et l'affaire est dévoilée à tout le monde. Ryota, choqué et enragé, attaque alors Oda et le frappe violemment et à plusieurs reprises avant d'être arrêté par ses camarades. À la punition de l'école, ils sont tous deux exclus une semaine. Cependant, ne voulant pas retourner à l'école, Oda quitte le système scolaire et travaille en tant qu'hôte avant de fonder son propre club. Les raisons pour lesquelles il est envoyé sur l'île ne nous sont pas bien connues, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Tueur de sang-froid, dont le credo est « premier arrivé, premier servi », il tend plusieurs embuscades et accumule les puces, jusqu'à ce que, lors de la confrontation qui l'oppose à Ryota, celui qui remporte le combat obtient assez de puces pour quitter l'île et remporter le jeu. Cependant, durant l'affrontement, les puces sont perdues et chacun repart de son côté sur un match nul, nuancé par le gain de provisions pour Oda. On ne connaît pas vraiment les intentions de ce personnage, si ce n'est qu'il veut remporter le jeu et qu'il est prêt à tout pour cela. Tyrannos c'est la société qui a mis en œuvre le jeu Butoon, qui remporte un grand succès et leur accorde de nombreux revenus. Fort de ses moyens, ils déploient de grandes réalisations pour créer leur nouveau projet, une diffusion du jeu en live. Pour ce faire, ils envoient des annonces par courrier promettant 1 million d'yens, soit 8000 €, contre le nom d'une personne que le destinataire souhaite faire disparaître. De plus, ils kidnappent ensuite ces personnes, engageant des professionnels. Ensuite, ils monopolisent un avion disposant d'un écran plat et des parachutes pour chacun des participants. Enfin, des vivres sont largués chaque jour au moyen de plusieurs valises au contenu divers, parachutées aux alentours de midi. On voit donc presque une débauche de moyens et l'importance que revêt ce projet à leurs yeux. Les personnages importants dans ce groupe sont le directeur de la boîte, le directeur du projet et le technicien en charge du serveur de Butoon.
Ce dernier paraît au premier abord insensible, mais on découvre qu'il est en fait en état de choc et travaille secrètement sur un projet pour libérer Ryota, et peut-être par extension les participants restent. À présent, je vais vous parler des combats dans cet animé. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre toutes les scènes de combat de leur intégralité. Je vous ai donc fait une petite compilation. Les combats sont donc très importants pour un animé comme celui-ci, dont le scénario porte beaucoup sur une battle royale. Les combats se doivent d'être irréprochables, et ils le sont. Des explosions fulgurantes, des retournements de situation, des tactiques, des pièges, que de surprises lorsque l'on regarde Butoon. Les fans d'action seront comblés. Alors il est vrai que les premiers combats tardent à venir et arrivent typiquement à partir du 3ème épisode. Mais quel combat mes amis? Le combat Ryota contre Kira, deux joueurs expérimentés de Butoon qui connaissent donc les règles, l'utilisation de radar, les types de guildes et surtout les stratégies à mettre en place. Durant le combat, c'est Kira qui domine tout d'abord face à un Ryota hésitant qui ne veut pas blesser ou tuer son adversaire, mais alors retournement de situation. En effet, suite à une blessure, Ryota perd temporairement le sens de la réalité et croit qu'il joue au jeu. Il devient alors sans pitié et sème Kira dans le chaos, car oui, il veut prouver qu'il n'est pas l'un des 10 meilleurs joueurs de Butoon pour lui. S'ensuit une mini-guerre psychologique à l'aide du radar et la neutralisation de Kira. Ensuite vient le combat entre Himiko, qui à ce moment-là ne fait confiance à aucun homme à cause de son trauma, et Ryota. Combat assez rapide se transforme en corps à corps, Himiko utilisant son taser, mais qui finira par se retourner contre elle avec un coup de pied de Ryota. D'ailleurs, petite parenthèse, Himiko finira par surpasser son trauma de par la gentillesse de Daira, le support de Ryota, et le fait que ce dernier n'est autre que celle qu'elle est Butoon, ainsi qu'il la sauve à de multiples reprises par la suite. Vient ensuite le combat entre Ryota et Miyamoto Masashi, le mercenaire ancien membre d'élite de la Légion étrangère, avec son ami l'avocat Natsume Soichi. Combat qui commence avec Ryota qui arrive à déjouer le piège du mercenaire et récupère une bime à fragmentation. Il se sert ensuite de cette bime pour parvenir à bout de Soichi qui le poursuit dans un état de démence et perd toute logique. Miyamoto prend alors Himiko en otage et fait pression sur Ryota, lui proposant un duel au corps à corps tout en l'appâtant en jetant son couteau à portée de genou. Ce dernier va alors se saisir du couteau et tomber dans le piège du mercenaire qui va le neutraliser avec une série de coups savamment portés. Himiko, temporairement libéré, se jette sur le soldat et déclenche une bime chimique accrochée à la tenue de Miyamoto. Les deux jeunes gens fuient alors pour ne pas être pris dans la zone d'effet du gaz. Acculé dans ce qui semble être une impasse, Ryota va alors trouver une sortie et aide Himiko à s'échapper. Cependant, le mercenaire n'a pas dit son dernier mot, bien que réduit à l'état d'une vague forme humaine, il tente de retenir Himiko. C'est alors que Ryota lui jette une bime à retardement qu'il avait préalablement réglée sur 3 secondes. Le vétéran, pensant qu'il a le temps de la désamorcer puis renvoyer la bombe, prend son temps à son grand malheur. Survient alors un combat féminin entre Himiko et Hidemi. Celle-ci neutralise rapidement Himiko à l'aide d'un coup de barre métallique et lui pose une bime à retardement sur le torse, pensant une victoire acquise. Mais Himiko a eu le temps de la jeter au loin et se jette sur elle avec son taser. Hidemi désarme alors Himiko et lui fait une prise mortelle. La jeune fille réussit malgré tout à se dégager et porter un coup de taser à Hidemi. Cette dernière, rendue folle par la douleur, tente de fracasser le crâne de Himiko en lui prenant la tête à deux mains et le frappant contre le sol. C'est alors qu'une bime lancée par Date interrompt le combat, les deux femmes prenant la fuite pour ne pas mourir. Vient ensuite 3 combats tactiques. Tout d'abord Ryota contre Oda, ce dernier voulant piéger le protagoniste avec ses bombes télécommandées, mais celui-ci retourne la situation à son avantage avant de prendre la fuite pour ne pas subir le feu d'une bime incendiaire de Oda. Ensuite arrive alors le combat opposant dans un premier temps Shiki et Date, puis Ryota et Date. Le manipulateur se servant de bombes télécommandées dans un terrain qu'il avait au préalable piégé, mais Ryota déjoue sa tactique en déplaçant l'une de ses bombes. Enfin le dernier combat est celui de Taira contre les deux héros, celui-ci la joue fourbe en télécommandant des bimes autoguidées depuis sa cachette face aux jeunes gens, mais alternant la défense de l'un puis de l'autre, ils mettent en échec la tactique du vieux renard. En bref, de nombreux combats au programme. Concernant la qualité des combats, l'animation est fluide, la musique adaptée, une explication des tactiques qui pour une fois n'est pas redondante, comme de nombreux autres animés, notamment Naruto Shippuden, qui arrive à mettre des flashbacks tactiques sur des faits arrivés dans le même épisode. En parlant des musiques, je vous ai fait une petite compilation de la bande son originale que j'ai mis en fond sonore. Vous pouvez donc vous rendre compte que l'univers audio est dans un ensemble assez oppressant et rapide, excepté lors de certains flashbacks. Il est à noter aussi un jeu entre romance virtuelle et romance réelle, car Ryota et Himiko se connaissaient dans Butoon. Ils se sont même mariés et il y a une confusion de la réalité, notamment sur est-ce que Himiko est vraiment cette Himiko ou pas, peut-elle lui faire confiance puisque c'est ce Sakamoto ou pas. Cette confusion est même exagérée car à un moment, la base de l'équipe de Ryota est attaquée et Himiko finit par être enlevée. Ryota, qui alors été porté disparu, revient et tel le prince charmant dans son armure d'argent, part à l'assaut de la base ennemie et va la libérer. Ce jeu entre virtuel et réel se perd aussi dans les combats ou dans les flashbacks avec une personnalisation des avatars. Les décors sont aussi magnifiques, avec une forêt tropicale et une mer sublimement retranscrite. On retrouve aussi des plans assez gore, généralement à l'issue des combats. Par exemple à l'issue du premier combat entre Ryota et Imagawa Yoshiaki, le premier adversaire de Ryota, et la seule apparition de celui-ci, où à la fin du combat, on voit des morceaux du corps de Imagawa, notamment la tête et un morceau du bras. Ou encore le cadavre d'une victime de Oda, morte après avoir été piégée par une bombe télécommandée, ou même le cadavre du père de Kira qui est assez pour le moins sanglant. Enfin, quelques plans fanservice mettant en scène Himiko, ce qui montre qu'on est bien dans Seinen, viennent agrémenter ici ou là quelques scènes.
Il y a aussi quelques effets visuels très réussis comme un retour dans le temps, une vue à la troisième personne dans la réalité par Ryota, ou encore le choc psychologique de celui-ci lorsqu'il reprend ses esprits et revient à la réalité après avoir battu Kira et montré qu'il était le plus fort. Je terminerai aussi sur l'effet qui consiste par la production à avoir mis dans leur dernier ending une petite accroche suggérant une possibilité de saison 2. J'attribue à cet animé la note de 9,5 sur 10, car on dirait pas comme ça mais il soulève beaucoup de problématiques telles que l'intégration et la vision des livres dans la société japonaise, ce que ressentent les femmes après avoir été victimes d'une agression, les traumatismes des soldats après avoir vécu sur un champ de bataille, le poids des valeurs et l'éducation des enfants, et surtout la morale finale décrite par le héros. Ce qui importe c'est de prendre soin des autres et ne pas penser qu'à soi. Enfin plus largement, un développement des personnages complet et cohérent, des musiques sublimes, un animé mixant action, psychologie, romance ou un extrême point d'humour. Le seul bémol est que l'animation globale se démarque des paysages. En effet les paysages sont tellement beaux que les dessins des personnages paraissent peu naturels. Et bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures.